Il n'y a absolument rien dans la salle de musculation qui peut équivaloir un entraînement de sprint, là. Bienvenue au podcast Game Changer par Expertise 360. Salut Michael Salut Chagnon. Alex, ça va bien? Comment ça va? Numéro un. Yes, ça roule. Merci de prendre le temps avec moi aujourd'hui pour un autre épisode de plus préparation physique du X360 podcast. Fait que, juste avant de commencer, je veux juste inviter les gens qui nous écoutent, que vous nous écoutiez en audio sur Spotify ou vidéo sur YouTube. Faites prendre 30 secondes pour vous abonner à nos pages, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, pour recevoir les notifications et tout ça. C'est vraiment, vraiment utile. Ça nous aide pour continuer à produire du bon contenu. Puis, de cette façon-là, bien, vous êtes sûr de rien manquer des nouveaux épisodes qu'on va lancer. Aujourd'hui, dans l'épisode, avec notre invité Mike, j'aimerais ça qu'on parle de l'accélération. Donc, l'accélération, essentiellement pour les sports collectifs, donc que ce soit football, basket, hockey, rugby, les sports collectifs en général, l'entraînement de l'accélération, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus puis qui est excessivement important et tout ça. Donc, on voulait faire un épisode avec vous pour donner des outils. Puis Mike a entraîné évidemment beaucoup d'athlètes dans 28, 30 sports, je pense, quelque chose comme ça, Mike? 25 sports et disciplines différentes. 25 sports en ayant entraîné dans le plus gros sport études du Québec. Donc, il connaît de quoi il parle. Il en a entraîné de la vitesse dans sa vie, puis des athlètes de différents sports puis de différents formats. Fait que c'est vraiment la meilleure personne pour nous parler de ça. Donc, l'accélération. Si on commence, Mike, par clarifier c'est quoi l'accélération vraiment propre au sport collectif. Ouais, ben en fait, l'accélération, là, c'est la première portion d'un sprint, c'est de vaincre l'inertie. Si on le compare avec la vitesse maximale, par exemple, ben il va y avoir beaucoup plus de force qui va être produite pendant la phase d'accélération que sur un sprint maximal. Fait que si on ramène ça au sport de terrain, ben ce serait un départ d'un jeu, un changement de direction, etc. Fait que la majorité des actions dans les sports collectifs, les sports de terrain, se passent dans la phase d'accélération et non pas dans la phase de vitesse maximale. C'est important ça de le distinguer et de le comprendre quand on prépare un athlète. Puis évidemment, c'est pas la même chose que parce que tu sais, pour avoir travaillé dans le football pendant longtemps, toi aussi, il y a beaucoup de joueurs de football qui vont se référer à exemple un athlète pour le fameux 40 verges, test de 40 verges, puis tout ça qu'on voit dans tous les combines, qui, à mon avis, très personnel, donne pas grand-chose sur un terrain de foot. Mais on peut évaluer la vitesse de course d'un athlète, mais qui vont se diriger vers des préparateurs physiques plus de track ou de choses comme ça, puis qui vont essayer de courir pareil qu'un athlète sur une piste pour un 100 mètres ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est quoi ton opinion par rapport à ça, la différence entre, exemple, un athlète de sprint, donc d'athlétisme qui fait du très courte distance, exemple le 100 Ouais. mètres, versus l'entraînement pour l'accélération d'un athlète pour son sport? Ouais, ben, tu sais, tu as dit 100 mètres, très courte distance, mais même pour un sport de terrain, le 100 mètres, c'est très long comme distance. Il y a eu une analyse justement du 40 verges dans la NFL qui a été faite en 2016, je crois, là, sur tous les participants du Combine de cette année-là. Puis, il déterminait à quel endroit sur le 40 verges les athlètes atteignaient leur top speed. Puis, un joueur de football qui est efficace va atteindre à peu près là, 80% de sa vitesse maximale en dedans de 10 verges, puis quasiment 100% de sa vitesse maximale en dedans de 20 verges. Puis si on calcule ça, si on compare ça avec un athlète de track and field, ben, les sprinteurs aux Olympiques vont atteindre leur top speed là, autour de 50-60 mètres. Puis après ça, c'est un combat pour essayer de le maintenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Fait que c'est pas du tout le même technique d'accélération. Où est-ce qu'il y a un avantage avec l'entraînement de piste, de track and field? Je pense que c'est dans l'acquisition technique parce que
l'aspect technique dans le sprint pour les épreuves de 100 mètres, 60 mètres, 200 mètres, whatever, ça apporte une énorme incidence sur le résultat. Donc, de se faire coacher par un coach de sprint pur et dur pour améliorer la technique, peut aller chercher des acquis qui vont se transférer dans ta technique de course sur le terrain. Sauf que ça aussi, ça a une limite parce qu'un joueur de football, un joueur de rugby, un joueur de handball, peu importe, ben, tu ne seras jamais dans une position parfaite pour courir. Souvent, il y a un ballon dans les mains, il y a des adversaires à éviter, c'est le chaos total sur le terrain, c'est rempli de changements de direction. Fait que sa technique de course ne sera jamais parfaite, mais il y a quand même un acquis qu'on peut aller chercher avec une certaine amélioration de la technique. Fait que je pense qu'il y a des bénéfices à faire avec un entraîneur ou un type d'entraînement basé sur le track and field, mais il y a des limites qu'il faut connaître et respecter. Mhm. Ça me rappelle, dans le temps, j'avais eu l'occasion d'entraîner une athlète qui était spécialisée dans le 200 mètres. Puis elle faisait des très très bons temps dans le 200 mètres. Puis elle s'est fait approcher par une équipe de rugby de la ville de Québec, donc une équipe de seniors et tout ça. Et parce qu'elle justement, elle courait très 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 vite, fait qu'ils se sont dit, crème, on va lui donner un ballon dans les mains, puis ça va y aller. Puis au final, pour cette fille-là, juste le fait d'avoir un adversaire qui est en avant d'elle, puis de devoir faire un mini changement de direction pour la contourner, ça changeait complètement, puis elle perdait, je dirais, 50-60% de sa vitesse, puis elle devenait une coureuse, un athlète très bonne, mais je veux pas dire, pour son niveau à elle, ordinaire, disons, en termes de vitesse. Donc, elle n'était pas du tout capable de transférer la même vitesse qu'elle avait sur la piste après ça sur un terrain de rugby parce que justement, il y avait des contraintes, exactement ce que tu viens de dire. Tu sais. Ouais. Fait que tout l'aspect changement de direction, décélération, réaccélération, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entraîner là, en track and field. Mhm. Exact, exact. Donc, puis, si on parle, bon, pour les sports exactement, pour les sports collectifs, pourquoi c'est si important que ça de consacrer des séances d'accélération en termes de préparation physique pour toi, d'entraîner vraiment de le positionnement de tes pieds, le positionnement de tes hanches, puis de vraiment coacher une personne comme on peut le faire, exemple, avec des mouvements d'haltéro qui sont plus complexes. Pourquoi il faut qu'un préparateur physique devrait consacrer du temps dans sa planification pour entraîner l'accélération pour un athlète de sport collectif? Parce que les sports collectifs, les sports de terrain, c'est le nerf de la guerre. La majorité des jeux, des actions vont se passer dans la phase d'accélération. Fait que si on veut, si on parle de spécificité d'entraînement, la spécificité d'entraînement, c'est pas de recréer les gestes sportifs dans la salle d'entraînement, c'est justement d'aller travailler les qualités physiques nécessaires pour la pratique du sport. Fait que si on veut réellement préparer nos athlètes aux exigences physiques qui vont survenir dans les parties, dans les games sur le terrain, ben, il faut absolument accorder un moment là, à l'accélération. L'entraînement de sprint dédié à l'accélération pour les sports de collectif. Il n'y a absolument rien dans la salle de musculation qui peut équivaloir un entraînement de sprint. Là. On parle de chaque contact au sol, c'est en moyenne 6 fois le poids du corps qui est produit dans le sol. Fait que tu peux pas, il n'y a aucun athlète qu'on a côtoyé, ni un ni l'autre, ni aucune personne qui nous écoute qui a squatté un jour 6 fois le poids de son corps. Mais tout ça, dans une fraction de seconde, on parle d'un dixième de seconde. Fait que les exigences physiques d'un sprint en accélération ou même à pleine vitesse sont tellement incroyables que si on veut préparer nos athlètes à les subir en situation de match, ben, on n'a pas le choix de les entraîner pendant la préparation physique. Comment tu l'intègres, toi, dans ta semaine de préparation physique, combinaison avec muscu? Est-ce que tu distingues l'accélération de la vitesse? Comment tu gères ça avec tes athlètes? Euh, il y a autant de manières de l'intégrer qu'il y a d'athlètes parce que à la base, il faut quand même qu'on s'adapte aux contraintes du contexte des athlètes. Fait que c'est pas tous les athlètes qui ont les mêmes disponibilités, la même fréquence d'entraînement. Après ça, est-ce qu'ils ont des camps spécifiques qu'ils font autour de notre préparation physique, etc. Mais règle générale, là, je dirais que dans une période de hors saison, ça prend un minimum de 2 fois là, des entraînements
de sprint sur un terrain en dehors du gym ou si dans la salle d'entraînement dans laquelle tu travailles ou que tu t'entraînes, tu as accès à une piste de course, une piste d'accélération. C'est comme nous, on a un 30 berges de turf, fait qu'il y a moyen de combiner les accélérations avec la musculation, mais ça prend au minimum 2 fois par semaine des entraînements de vitesse et d'accélération de type sprint au travers de la musculation. Après ça, comment on le combine? Ben, ça dépend des disponibilités des athlètes. Là, un athlète qui ne fait que s'entraîner, ben, il n'y a pas de contrainte de se déplacer 2 fois dans la journée. Venez faire son entraînement de vitesse le matin, venez faire sa musculation en après-midi ou en soirée. Mais pour la majorité des athlètes, surtout les athlètes en développement, les athlètes qui sont des étudiants, athlètes qui ont un emploi à l'été ou peu importe, ben, il faut savoir combiner les deux dans la même séance. Donc, dans ce moment-là, on va travailler l'entraînement de vitesse, d'accélération en premier. Après ça, on va faire la musculation. Il y a moyen d'utiliser des méthodes de contraste aussi. Là, si on a accès à la piste, à même la salle d'entraînement, ben, il n'y a rien qui m'empêche de faire un squat, après ça, d'aller faire une accélération avec une méthode de contraste. Fait que tout ça, c'est des choses possibles, mais on va s'adapter au niveau de l'athlète et de son contexte à lui. Mhm. Ça me fait penser, tu me dis, tu sais, il y a des athlètes qui peuvent faire 2 sessions dans la journée, puis c'est déjà arrivé dans le passé, puis tout ça. Personnellement, j'ai jamais été un fan de faire 2 entraînements dans la même journée parce que je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup de volume. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Toi, quelqu'un qui a le temps, là. Mais, exemple, quelqu'un que c'est un athlète, puis tu te dis, il y a juste ça à faire de son été, disons, là. Ouais. Est-ce que tu irais vers vraiment, tu sais, une course, exemple, une course le matin, une muscu en après-midi, comme, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ouais. Je pense qu'un athlète qui est en mesure de faire des 2 entraînements par jour, le two a days, c'est le meilleur des mondes. On ferait l'entraînement de vitesse de sprint le matin, puis un 4 à 6 heures plus tard, là, on irait faire l'entraînement en musculation. Puis après ça, ben, le bloc de musculation va dépendre du mésocycle où ce qu'on est rendu. Fait que ça peut être un entraînement de puissance, de force, de hypertrophie, de whatever, selon le bloc où ce qu'on est rendu. Mais de cette manière-là, ça permet de mettre l'emphase vraiment sur la qualité physique qu'on veut développer dans notre séance d'entraînement sans être obligé de raccourcir le volume qu'on va donner par qualité physique. Parce que si je suis obligé de combiner les deux, ben, ma séance, ça va quand même durer 1 heure, 1 heure et demie là, pour les athlètes qui sont capables de tolérer beaucoup de volume. Je vais être obligé de couper un ou l'autre ou les deux pour ajuster pour que ça rentre dans mon bloc d'entraînement. Mais en le séparant 2 fois par jour, ben, je peux avoir un entraînement qui va être de 45-50 minutes le matin, puis un entraînement de 45-50 minutes le soir, mais pour lequel l'intensité accordée dans ces deux blocs-là va être beaucoup plus élevée que si je les ai combinés ensemble. Mais ça vient aussi avec Mhm. un mode de vie, un emphase sur la récupération, puis toute l'hygiène de vie autour de l'entraînement qui doit être optimale, là, parce qu'un athlète qui vient s'entraîner 2 fois par jour, mais qui met pas l'emphase sur sa récupération, ben, au final, on va juste le brûler. C'est ça, fait que, tu sais, c'est que tu ajustes le volume aussi, là, dans le sens où, tu sais, je comprends que, mettons, exemple, quelqu'un qui peut juste faire un entraînement par jour, bon, quelqu'un qui en fait 2 fois par jour va avoir un peu plus de volume, mais les séances vont être un petit peu plus courtes, que ce que je comprends, tu sais, Ouais, dans le fond, on va se permettre d'avoir dans un peu chacune. plus de volume à plus haute intensité, mais pas, c'est pas parce qu'on fait deux Ouais. fois par jour qu'on a le double d'entraînement. C'est pas ça l'objectif, c'est de pouvoir maximiser l'énergie qu'on va accorder dans chacune de ces séances-là. Ces séances-là doivent viser une qualité physique qui est différente. Je fais pas de la vitesse le matin et de la vitesse l'après-midi. Mhm. Puis comment tu gères dans ce temps-là, tu sais, quelqu'un que, bon, il y a des courses, comment tu gères ton entraînement musculaire pour pas trop hypothéquer les jambes, exemple, par rapport à, tu sais, pour la course du lendemain ou des choses comme ça. Normalement, ton genre ton split ressemble à quoi? Est-ce que tu fais une journée, tu y vas par qualité physique, tu y vas par, c'est toujours all body ou tu fais un upper-lower? Comment tu gères ça? Exemple, qu'on prend un joueur de football, par exemple, là, Ouais. pour l'été. Parce que je Euh, comprends que ça dépend des sports. Tu sais, j'ai plusieurs splits différents que je vais utiliser là, selon le niveau et le contexte de l'athlète, mais je te dirais que je règle générale, j'aime beaucoup utiliser les full body avec les athlètes.
Mes séances de sprint vont être séparées dans la semaine par qualité physique. Fait qu'on peut avoir une séance d'accélération courte, on peut avoir une séance de top speed le lendemain, une séance d'agilité, changement de direction une autre journée, ça peut être un conditioning, etc. Mais je vais séparer dans ma semaine les qualités physiques. Donc, d'une journée à l'autre, ce ne sera pas le même système d'énergie qu'on va travailler, ce ne sont pas les mêmes qualités physiques. Puis au niveau de la musculation, ben, on peut faire un peu la même chose. Tu sais, je peux avoir une journée où on va mettre en priorité le bas de corps, même si c'est un full body pour lequel on va travailler en puissance, puis le haut du corps va peut-être être un peu plus en force. Le lendemain, on va inverser ces qualités physiques-là. Je pourrais travailler chaîne antérieure une journée, chaîne postérieure l'autre journée, séparer ça comme ça aussi. Ça pourrait être upper-lower ça va vraiment avec le contexte de l'athlète, mais en aucun temps ou très, très, très rarement, je vais séparer mes journées par groupe musculaire. Là, on ne se fait pas de pec dos une journée, épaule, jambe l'autre. Ça, c'est complètement inutile dans le monde athlétique. Non, je comprends. Puis même de plus en plus, tu sais, à parler avec Chris ou à parler avec... à moins de personnes... La fréquence est plus importante une méga séance que tu scrapes, tu détruis tes pecs au complet ou tu détruis un groupe musculaire pendant une fois semaine versus le toucher 3 à 4 fois par semaine au final, mais à plus petit volume à chacune des Oui, séances. absolument. Même pour l'hypertrophie musculaire, je parle. Absolument. Il faut toujours se ramener au plaisir de l'entraînement. Puis dans le monde du fitness, quelqu'un qui met un emphase sur pec bicep aujourd'hui, puis qui sort de là complètement pompé, brûlé, mentalement, psychologiquement, c'est le fun. On a tous aimé la pompe procurée par l'entraînement, mais il faut comprendre que c'est pas ça qui donne le maximum de résultats. Si ça aide à être motivé de temps en temps, super cool, mais comme tu dis, la fréquence aujourd'hui est un objectif beaucoup plus important que le volume par séance. Des fois, c'est quelque chose à rappeler à des joueurs de foot. Hein? Ils ne montent pas sur un stage non plus à la fin de l'été. Là. Effectivement, effectivement. Des fois, les gars voudraient s'entraîner comme des bodybuilders puis être pompés constamment. Là, mais Ouais, il faut comme les ramener que tu t'entraînes pour une saison de foot. ouais. Là. Tu t'entraînes pas pour monter sur un stage en speedo. Non. Là. Puis, même si on va au-delà de ça dans l'aspect bodybuilding, mais dans le monde du sport, ben, s'entraîner en hypertrophie vraiment isolé, ciblé, avec un style bro split ou bodybuilding ou peu importe, ben, à long terme, ça peut venir même changer l'angle de tes fibres, puis l'origine insertion de tes muscles, etc. Ce qui va avoir une incidence après ça sur ta production de force, sur ta technique de course, sur la manière ou l'angle que tu vas être en mesure d'appliquer de la force de manière spécifique dans ton geste sportif. Fait que, tu sais, au-delà de hey, j'ai eu une grosse pompe de biceps aujourd'hui, si c'est ta méthode principale d'entraînement, ben, à long terme, ça peut avoir des impacts qui sont réellement néfastes sur ta performance athlétique. Hmm. C'est clair. C'est clair. Comment tu gères ça, Mike? On revient à l'accélération. Pour l'introduire chez les jeunes, en entraînement chez les jeunes, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas être hyper technique, puis bon, les jeunes, un des objectifs, c'est de les faire comprendre leur corps dans l'espace aussi, fait que ils ne comprennent pas nécessairement une extension de la hanche, c'est quoi, puis de leur dire tout ça. Comment tu introduis ça avec eux autres, l'entraînement de l'accélération? On fait des jeux. C'est aussi simple que ça. Un entraînement où ce qu'on met l'emphase sur la technique, le ace kick, le ace switch, l'endroit sur le pied où ce que tu vas appliquer la force au sol, c'est absolument boring pour les jeunes athlètes. On les perd avec ça, puis ça n'amène aucune amélioration. Si eux sont pas intéressés, ils ne mettront pas d'intensivité. On joue à des jeux de poursuite, des jeux ludiques, des courses à relais, peu importe. Mais de cette manière-là, tu sais, jouer à tag, ben, c'est de l'accélération, de la décélération, des changements de direction, puis eux-mêmes, inconsciemment, vont trouver une solution motrice au problème. Le problème, c'est ta technique de course, c'est ton changement de direction, ta posture, etc. Fait en introduisant des jeux de cette manière-là, ben, on va engendrer inconsciemment un patron moteur de solution de problème qui, éventuellement, dans la pratique du sport, c'est exactement ça qu'on veut aller chercher. Mais au moins, on amène l'aspect plaisir. Fait que, tu sais, fais des accélérations linéaires avec un genou au sol pour pratiquer ta phase d'accélération avec des jeunes de 10 ans.
Mais après 10 minutes, tu les as perdus. Joue à la tag avec eux autres, on peut faire ça pendant 1 heure, puis on va avoir autant de fun du début à la fin. Fait que l'intensité qu'eux-mêmes vont donner à leur entraînement va être beaucoup plus élevée avec des jeux ludiques comme ça que des entraînements hyper rigides, structurés. Hmm. C'est quelque chose que je crois qu'il y a beaucoup de préparateurs physiques, puis surtout, tu sais, ceux qui, bon, ils ont été athlètes de très haut niveau, puis là, ils pensent redescendre avec, chez les jeunes, puis appliquer la même chose qu'ils ont vu dans le pro avec des jeunes. J'ai vu ça trop souvent, là, tu sais, quelqu'un qui arrive dans une école, un ancien joueur universitaire ou pro, puis là, il arrive, ah, j'ai fait mes programmes, comme ces programmes-là à l'université, je vais les faire faire à mes jeunes du secondaire, tu sais. C'est tellement le volet plaisir puis ludique là, Ouais, à l'entraînement. Je trouve que c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé pour l'adhérence à l'activité physique en général, mais à l'adhérence à ton entraînement, puis que les jeunes se défoncent à 100% dans ton entraînement au final. ouais. C'est ça le but, de faire un entraînement à 50% juste pour dire que le coach le fait, puis que tu as survécu à la séance, puis tu t'es présenté, ben, il va te donner vraiment moins de gains que de vraiment avoir du plaisir, puis te donner à 100%, puis il y a de la compétition, puis tu es avec tes chums, tout ça. Absolument. Puis de toute façon, tu sais, quand on ramène ça au contexte de la pratique sportive, ben dans les sports collectifs, les sports de terrain, c'est un environnement qui est tellement chaotique, qui est rempli de prises de décision tout le temps. Ben, tes entraînements rigides, linéaires, ils viennent pas rechercher cet aspect-là de prise de décision, fait que de l'introduire à l'entraînement sous forme de jeu. Ben, c'est exactement comme je disais tantôt, c'est de la résolution de problèmes, c'est des patrons moteurs que les athlètes vont enregistrer dans leur mémoire à long terme qui va leur permettre par la suite de réellement pouvoir réutiliser ces qualités physiques-là, cette capacité de prise de décision-là en situation de match. Ouais, il y a un gros volet improvisation aussi dans les sports collectifs. Là. Exactement ce que tu viens de dire. Tu n'as pas le choix de gérer un peu avec qu'est-ce que la game ou le jeu t'amène. Fait que maximum d'outils que tu vas avoir dans ton coffre à outils pour t'en sortir, puis tirer ton épingle du jeu, ben le meilleur athlète tu vas devenir au final. Ouais, exactement. Je veux t'amener par rapport à l'accélération. J'ai entraîné des joueurs de hockey pendant très longtemps. Toi, tu le fais encore, puis tu l'as fait évidemment très longtemps. Puis, c'est quoi ton opinion par rapport à l'entraînement de l'accélération, disons, sur un synthétique ou plus avec sur un terrain à l'extérieur, dehors, ou sur un turf intérieur, tout ça. Le transfert qu'il peut avoir sur la glace. Tu sais, on entend plusieurs choses. Il y a une école de pensée qui dit que ça donne rien parce que c'est pas exactement le même patron moteur. Moi, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait quand même un certain bénéfice à faire de l'accélération puis des changements de direction sur terrain par rapport à sur la glace. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est le transfert est là. On peut pas dénier ça. Le transfert est important. Puis là où il faut faire une distinction, ben, c'est justement comme tu as dit, est-ce que c'est le même patron moteur? Non. Est-ce que améliorer la technique de course de mon joueur de hockey va nécessairement améliorer sa vitesse sur son coup de patin? Oui et non, je vais y revenir. Dans le fond, au final, c'est ce qu'on veut avec l'entraînement de sprint, c'est comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de comparable dans la salle de musculation. Fait que je veux avoir une production de force énorme dans un très, très court laps de temps. C'est la méthode qui va être la plus efficace pour recruter les unités les plus rapides pour les fibres musculaires rapides. Fait que ça, c'est un transfert dans la pratique du sport après ça, parce que le hockey, c'est un sport d'accélération, c'est un sport de vitesse, etc. Fait on veut développer des qualités physiques. Fait que là où est-ce qu'on va faire une distinction entre les sports de terrain, où est-ce que la course est utilisée comme moyen de déplacement sur la surface de jeu, ben c'est dans le volet technique, justement. Je vais accorder plus d'emphase sur la technique de course avec les joueurs de football ou des joueurs de basket que je vais le faire avec des joueurs de hockey. Mais ceci dit, si je réussis à améliorer la technique de course de mon joueur de hockey, il va être plus efficace dans son entraînement de course. Fait que s'il est plus efficace dans son entraînement de course, ben, je travaille encore plus ses qualités physiques en dépensant moins d'énergie. Il devient plus efficace dans son entraînement, donc son transfert indirectement sur la glace va être meilleur. Fait que, mon but, c'est pas d'amener la course sur la glace. Mon but, c'est de développer des qualités physiques qui, ensuite de ça, vont être bénéfiques
en situation de match pour le joueur de hockey, là. Fait que oui, c'est autant important pour les joueurs de hockey, mais peut-être que juste à un volume qui va être moins élevé à travers sa semaine, puis ben, la proportion, l'emphase que je vais mettre au niveau technique va être moins grande. Qui revient peut-être à aussi ce que tu disais tantôt, d'aller chercher un maximum d'autres situations pour t'aider dans ton match, dans ta discipline proprement dit au final. Parce que si tu fais que du hockey, puis on en a parlé dans l'épisode précédent de la surspécialisation, surtout chez les jeunes, mais tu sais, d'aller chercher d'autres façons de bouger, que ce soit au niveau de tes hanches, au niveau du corps en entier, au final, va te permettre d'exploiter différentes qualités physiques ou différentes façons de bouger dans ton sport principal, au final, qui pourrait être le hockey, par exemple. Absolument, 100%. Puis là, je sais que tu détestes ces questions-là, mais je te la pose pareil. Au niveau tes méthodes d'entraînement favorites, OK? Peu importe, top 3, top 5, whatever. Qu'est-ce qui, dans le passé, t'a amené le plus de résultats? Si concrètement, on explique, exemple, on prend-en 3 de tes favorites, là, malgré que c'est pas, exemple, ton top 3, comme d'autres pourraient le mentionner, ces médias sociaux, ces choses-là, mais qu'est-ce que, dans le passé, des styles de méthodes qui t'ont donné? Tu as parlé de contraste tantôt, donc, proprement dit, des méthodes, si tu avais à me donner 3 méthodes d'entraînement que tu adores utiliser avec les athlètes pour des sports, disons, de puissance, de sport de collectif, qui peut amener vraiment une amélioration au niveau de l'accélération et tout ça. Ouais. Mettons que j'en ai juste 3 à choisir, là. Je vais y aller en premier avec la méthode de Christian, qui est de séparer les types de contractions dans ta semaine. Fait qu'une journée qui va être dédiée à la contraction excentrique, une journée dédiée à la contraction isométrique, puis une journée dédiée au concentrique, fait que son système de omni-contraction. Ça, j'utilise ça là, avec, je te dirais, une forte majorité des athlètes avec énormément de résultats. Contrast training, super efficace, que ce soit avec des athlètes qui sont plus débutants, mais même avec les athlètes avancés, on va pouvoir jouer avec l'intensité, puis la différence d'intensité entre nos 2 exercices, mais le contrast training fait partie de mes méthodes préférées. Puis après ça, j'aurais tendance à dire l'haltérophilie. Fait que l'haltérophilie, là, beaucoup plus simple à enseigner que ce que les entraîneurs se laissent croire. La technique, oui, est importante, mais avec un 10 minutes bien investi à chaque séance pendant un certain nombre de semaines, on a des résultats qui sont très impressionnants au niveau de la technique. Fait que c'est beaucoup plus simple à incorporer qu'on le pense, puis ça amène énormément de résultats. Fait que si j'en ai juste 3 à choisir, ce serait ces 3-là, mais je vais prendre la balle au bon. C'est quelque chose que j'expliquais dans la certification que j'ai donnée pour Expertise 360 là, sur la pliométrie avancée. Il y a autant de méthodes efficaces qu'il y a d'athlètes. Fait au final, c'est quoi le besoin de l'athlète dans ses mécanismes de contraction? Est-ce que c'est une faiblesse au niveau de sa production de force? Est-ce que c'est au niveau de son réflexe d'étirement? Est-ce que c'est au niveau de sa chaîne kinétique? Peu importe, dans ton évaluation, être en mesure de déceler ça va réellement te permettre de dire, bon, ben, voici les méthodes que je vais utiliser pour entraîner le maillon faible chez mon athlète. Fait que, tu sais, oui, il y a des méthodes plus générales, si on veut, même si ça reste des méthodes spécifiques avancées, des méthodes qu'on va utiliser avec une majorité d'athlètes qui vont donner énormément de résultats. Mais si on va avoir un réel impact, il faut être en mesure de travailler sur le maillon faible de notre athlète dans sa chaîne de contraction. Une accélération, un changement de direction, peu importe, ben, les 3 mécanismes de contraction vont être impliqués. Ton transfert d'énergie va être important. Fait que où est-ce qu'elle est la faiblesse? On travaille là-dessus, puis là, ton top 3 qui va être efficace avec cet athlète-là. C'est pour ça que j'en fais jamais des vidéos comme ça dans mes médias sociaux, parce qu'au final, c'est du clickbait. Ouais. Il y en a qui vivent que pour ça. Ah, c'est ça. T'es quand même rendu un influenceur, Mike. Oui, je m'en viens pas pire, mais un influenceur particulier qui dit juste la vérité. Des fois, qui n'est pas tout le temps plaisante à entendre pour les personnes qui écoutent. Hein? Non, C'est ça qui, effectivement. des fois, ça dérange.
C'est ça l'affaire. Ouais, Quand tu veux changer les choses, là, des fois, ça dérange, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Ça les déconforte dans dans leur petit confort quotidien, là. c'est ça. Fait que ça devient difficile. Mais, euh, mais oui, puis tu sais, c'est tellement bon ce que tu dis. Puis tu sais, tu amènes le point de travailler sur le maillon faible, maillon faible, pardon, puis qui m'amène à une question. À quel point, tu sais, je comprends qu'il faut, tu sais, tu cibles le maillon faible du client, puis, de ton athlète, puis tout ça. Il faut l'adresser, mais à quel point tu délaisses les forces, dans le sens que tu t'en fous complètement parce que c'est de l'acquis, ou tu sais qu'un athlète est, exemple, excessivement fort dans quelque chose, que tu veux encore le rendre plus fort de ce côté-là, tout en adressant les faiblesses. Comment tu gères ta planification à ce niveau-là? Ben, tu sais, ça va être différent d'un athlète à l'autre ou d'un sport à l'autre, mais majoritairement, on va utiliser la première portion du off-season pour travailler majoritairement sur les athlètes, sur les faiblesses, puis plus on va s'approcher de la Hmm. saison ou de la portion spécifique de la préparation, ben là, on va mettre un peu plus l'emphase sur les forces de l'athlète ou les forces de son sport. Mais ça revient aussi à ce qu'on disait tantôt sur le plaisir à l'entraînement. Si je mets trop l'emphase sur les faiblesses de mon athlète, puis c'est juste ça que je cible à l'entraînement, ben, je vais le décourager, puis éventuellement, ben, il va mettre moins d'intention dans son entraînement, puis il va être moins assidu à l'entraînement. Fait qu'il faut, tu sais, il faut toujours garder cet aspect-là qui est important dans la préparation physique. Les athlètes, là, on dit que ça fait partie de leur préparation, mais ils sont pas obligés d'être là. Puis il y en a beaucoup qui le font à moitié leur préparation physique. Il y a toujours un certain niveau dans le sport où est-ce que ton talent va te permettre de quand même te séparer des autres. Fait que il faut toujours ramener l'athlète au centre de nos décisions. Fait que même si j'ai décelé des faiblesses, ben, je ne vais pas y mettre ça à tous les jours puis sur tous ces exercices parce que là, je vais le décourager complètement. Fait que je vais quand même toujours garder un aspect priorité sur ses forces parce que lui, ça le garde compétent dans son entraînement, puis ça le garde motivé. Faut tout le temps, c'est l'équivalent de la pilule dans le miel, là, au final. Fait qu'il faut quand Ouais, même que tu 100%. aies un anan au bout de ta séance pour que l'athlète il adhère à ta philosophie. Parce que, tu sais, je prends par exemple les joueurs de hockey. C'est pas tous les joueurs de hockey, même la majorité, n'aiment pas tant ça, venir dans le gym puis se défoncer dans le gym puis faire de la préparation physique. Si je compare, exemple, à des joueurs de football où ça fait partie de la culture que pendant tout l'hiver, ben, ils s'entraînent puis ça fait partie de jouer au football, au final, là. Ouais, Tu sais, il faut quand même, si l'entraînement ne leur plaît pas, ben, c'est sûr ils vont venir à reculons dans le gym. Fait que déjà là, tu en as perdu un bon pourcentage pas sa discipline, mais de son intensité dans, dans la séance d'entraînement qui s'en vient. Ce qui fait que l'entraînement va être moins bénéfique, donc il va avoir moins de résultats, puis ainsi de suite. Là, tu t'en vas pas dans la spin, elle s'en va pas dans le bon sens, là, au final. exactement. 100%. 100%. Puis après ça, c'est l'expérience puis la relation que tu as avec ton athlète qui va te permettre de déterminer, bon, ben, quel volume que je mets sur ses faiblesses, ses forces, puis quel volume comment je modifie ça au travers les semaines, les mois, peu importe. Mhm. Cool. Merci beaucoup, Mike, d'avoir pris le temps pour ce court épisode sur l'accélération. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense, peux-tu te dire, comme prendre 30 secondes, qu'on puisse parler de la certification qu'on a sur Expertise 360 sur justement la pliométrie puis l'entraînement de la vitesse avancée par rapport à ce qu'on vient de parler? Ouais, un cours unique que je pourrais dire là, que j'ai offert disponible sur la plateforme de Expertise 360 qui met justement l'emphase sur la pliométrie. Oui, OK, c'est super bon pour les athlètes, mais après ça, quel type d'exercice pour travailler, quel mécanisme de ton changement de direction ou dans ton type de contraction selon les faiblesses de l'athlète, puis comment on va planifier ça à travers un hors-saison. C'était la première partie de la certification. Puis ensuite de ça, on y va avec l'entraînement d'agilité, mais la vraie agilité, pas les parcours structurés, dirigés de compte drill puis d'échelle d'agilité, mais vraiment la capacité de prise de décision dans un aspect chaotique de l'environnement sportif. Fait que comment on peut faire progresser nos exercices d'agilité puis incorporer l'aspect ludique
au travers de ça, l'aspect plaisir. Fait que, une certification là, de 1 heure et quart, 1 heure et demie, si je me souviens bien, là, qui vient vraiment Oui. englober toute l'analyse du besoin de ton client, de ton athlète, pour ensuite vraiment avoir une sélection d'exercices qui est très spécifique à ce que tu vas avoir décelé comme problème ou comme lacune. Mhm. Puis, juste pour continuer un petit peu sur le contenu, il y a une grosse partie, si ce n'est pas la moitié ou plus, qu'on est sur le terrain directement. On s'est déplacé sur le terrain, puis on a filmé chacun des exercices, comment, où Mike explique les bénéfices, puis comment placer les différentes stations, puis on les voit en action avec des joueurs qui ont été super gentils de venir jouer les top modèles cette journée-là. Mais bref, je vous la conseille fortement. Si vous êtes dans la préparation physique, chez des jeunes, des moins jeunes, vous voulez donner de l'accélération, de la vitesse à vos athlètes, vous devez absolument suivre ce cours-là. On va mettre le lien dans la description là, ici du vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir les détails vraiment de la certification, mais je vous la recommande fortement. Puis en terminant, je vous invite à continuer à nous suivre, que ce soit sur les médias sociaux, Expertise 360, Mike Chagnon également. On est régulier sur la production de contenu là, par rapport à la préparation physique, à l'entraînement et tout ça. Encore une fois, abonnez-vous à nos chaînes, que ce soit sur YouTube ou Spotify, pour être toujours à jour, voir les nouveaux épisodes sortir. On va en sortir de façon régulière. Donc, et ça nous aide toujours à produire du nouveau contenu, de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur une base régulière. Merci Un Mike plaisir. pour ton temps aujourd'hui. Merci de l'invitation. Yes, ça fait plaisir. On remet ça à une prochaine fois pour un autre sujet préparation physique. Avec plaisir.